Après l'accouchement, ma fille m'appelle en pleurs depuis l'hôpital. Son mari Thomas est absent. Il célèbre la naissance de l'héritier avec ses amis jusqu'à l'aube. Je fonce la chercher avec le bébé. Le lendemain matin, coup violent à ma porte. C'est lui, paniqué, décomposé. Où sont-elles? Qu'est-ce que tu as fait de ma femme et de mon fils? Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le téléphone a vibré à 22h47, un samedi soir, depuis l'hôpital Édouard Herriot. Ma fille Rosalie. J'ai décroché avant la deuxième sonnerie. Papa, sa voix tremblait. Tu peux venir me chercher? Dans le fond, j'entendais les pleurs d'un nouveau-né, mon petit-fils, Diego, né il y a 3 heures selon le message qu'elle m'avait envoyé plus tôt. Un message bref, presque clinique. C'est un garçon, 3,4 kg. Tout va bien. Pas de photo, pas d'exclamation joyeuse, juste les faits. Rosalie, qu'est-ce qui se passe? Où est Thomas? Un silence, trop long. Le genre de silence qui vous glace les sangs quand vous avez travaillé 35 ans comme notaire à Lyon et que vous avez appris à décoder ce que les gens ne disent pas. Il, il célèbre, avec Denis et les autres, la naissance de l'héritier. Elle a presque craché ce dernier mot. Il a dit qu'il passerait demain, quand il aura dessoulé. J'ai regardé ma montre. Samedi, presque 23 heures. Les rues de Lyon étaient froides en ce 8 février, mais pas autant que la rage qui montait en moi. Ma fille venait d'accoucher et ce crétin festoyait avec ses copains pendant qu'elle était seule à l'hôpital. J'arrive. 20 minutes. J'ai enfilé mon manteau, attrapé mes clés. La villa de Fleury était à 45 minutes de Lyon, mais j'aurais pu y être en 30. J'ai roulé vite, peut-être trop, les mains crispées sur le volant de ma Mercedes. 34 ans que je conduisais sur ces routes entre le Beaujolais et Lyon. 34 ans que j'avais acheté cette maison familiale après la naissance de Rosalie, pour qu'elle grandisse au milieu des vignes, comme j'avais grandi. Le parking de l'hôpital était presque désert. Les néons projetaient une lumière crue sur l'asphalte mouillé. J'ai gravi les escaliers 4 à 4, ignorant l'ascenseur. Maternité, 3e étage, chambre 317. Elle était assise sur le lit, le dos contre l'oreiller, Diego dans les bras. 31 ans, ma petite fille, et elle avait l'air d'en avoir 50. Les cheveux attachés en chignon défait, le visage pâle, les cernes violettes. La chemise d'hôpital bleue trop grande, et dans ses yeux, cette lueur éteinte que je ne lui connaissais pas. Papa, elle a éclaté en sanglots. Diego s'est mis à pleurer aussi, comme s'il sentait le désarroi de sa mère. Je me suis approché, j'ai pris mon petit-fils dans mes bras pour la première fois, petit, chaud, vivant. Il avait les yeux fermés, le visage fripé des nouveau-nés, une touffe de cheveux noirs. Il pesait une plume. Chut, bonhomme, grand-père est là. J'ai regardé Rosalie, on rentre à la maison. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Une infirmière est entrée, surprise de me voir. J'ai sorti ma carte d'identité, expliqué la situation avec le ton calme et posé que j'utilisais dans ma profession. Maître Pierre Dubois, notaire, 47 rue de la République. Oui, je prenais la responsabilité d'emmener ma fille et mon petit-fils. Non, le père n'était pas joignable. Oui, j'étais conscient des procédures. 20 minutes plus tard, nous étions dans la voiture. Rosalie à l'arrière avec Diego dans le cosy, moi au volant. Le silence était épais, presque palpable. Papa, sa voix était si basse que j'ai failli ne pas l'entendre. Ce n'est pas la première fois. J'ai serré le volant. Quoi? Thomas, ces derniers mois, il a changé, dès qu'on a su que c'était un garçon. Elle s'est mise à parler plus vite, comme si les mots se bousculaient, pour sortir. Il n'arrêtait pas de dire l'héritier, comme si Diego était une pièce sur un échiquier. Il disait que maintenant, tout serait différent, que sa position serait incontestable. Position incontestable. J'ai senti quelque chose se nouer dans ma poitrine. Il disait ça textuellement? Oui. Et quand je lui demandais ce qu'il voulait dire, il riait. Il disait que je ne comprenais pas les enjeux, que j'avais fait mon travail en donnant un fils au domaine du bois. Mon travail. Donner un fils.
J'ai dû me forcer à garder les yeux sur la route et à ne pas écraser l'accélérateur. Rosalie, je sais ce que tu vas dire, que j'aurais dû t'en parler avant, mais je pensais que c'était le stress de devenir père, que ça passerait après la naissance. Elle pleurait de nouveau, silencieusement. Diego dormait, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Nous sommes arrivés à Fleury vers minuit. La maison était plongée dans l'obscurité, mais elle m'a semblé accueillante. J'ai installé Rosalie dans sa chambre d'enfant. Les murs étaient toujours peints en jaune pâle, avec les dessins qu'elle avait faits à 8 ans encadrés au-dessus du lit. J'ai improvisé un berceau avec un tiroir de commode et des couvertures douces. Dors, ma chérie, on parlera demain. Elle s'est endormie presque immédiatement, épuisée. Je suis resté là, debout dans l'embrasure de la porte, à regarder ma fille et mon petit-fils dormir. Diego respirait doucement, les petits poings serrés. 35 ans de notariat m'avaient appris une chose. Les hommes comme Thomas Renard ne changeaient pas. Ils empiraient. L'arrogance, la manipulation, le mépris déguisé en charme. J'avais vu des dizaines de types comme lui défiler dans mon bureau, des hommes qui considéraient leur famille comme des actifs à gérer. L'héritier. Position incontestable. Elle a fait son travail. J'ai descendu les escaliers, traversé le salon et me suis servi 2 doigts de mon pommard 2009. Le vin brillait dans le verre, rouge sombre à la lumière de la lampe. J'ai bu lentement, savourant l'amertume. Thomas Renard avait fait une erreur monumentale. Il avait sous-estimé le vieux notaire de belle famille. Il pensait sans doute que j'étais un de ces grands-pères gâteaux qui se contentent de sourire et de distribuer des chèques d'anniversaire. Il allait découvrir que Pierre Dubois n'était pas cet homme-là. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Pauline Durand, mon bras droit à l'étude depuis 23 ans. Une femme redoutable, discrète, et qui avait un réseau de contacts impressionnant. Pauline, désolé de te déranger un samedi soir. J'ai besoin de toi lundi matin, première heure, urgent. La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Pas de souci, Pierre. 8 heures à l'étude? Parfait, merci. J'ai éteint la lumière et monté me coucher. Mais le sommeil tardait. J'ai fixé le plafond de ma chambre, calculant déjà les premiers mouvements. Thomas voulait jouer? Très bien. Mais il ne connaissait pas les règles du jeu, moi si. Et j'avais l'intention de toutes les utiliser. Le coup contre la porte a résonné comme un coup de canon à 7h32 précise. Violent, insistant, brutal. J'étais déjà réveillé dans la cuisine préparant du café. J'ai regardé l'horloge murale. Dimanche matin. Qui pouvait? Bien sûr. Thomas. 3 autres coups, encore plus forts. Rosalie. Rosalie, ouvre. Je me suis approché de la porte d'entrée sans me presser. J'ai pris le temps d'ajuster le col de ma chemise, de lisser mes cheveux gris. Puis, j'ai ouvert. Thomas Renard se tenait sur le perron, les yeux injectés de sang, les cheveux en bataille, encore en vêtements de la veille. Une odeur d'alcool et de tabac émanait de lui. 34 ans, cadre commercial dans une entreprise de vin de Villefranche, et il avait l'air d'un adolescent pris en faute. Où sont-elles? Il a essayé de passer devant moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Bonjour, monsieur Renard. Bonjour? Bonjour? Sa voix montait dans les aigus. Rosalie ne répond pas. L'hôpital dit que vous les avez emmenés hier soir. Vous n'aviez pas le droit. C'est un enlèvement. J'ai souri, un sourire froid, calculé. Ma fille et mon petit-fils sont en sécurité, ce qui est plus que ce que je peux dire de leur situation hier soir, pendant que vous célébriez l'héritier avec vos amis. Il a reculé d'un pas, les yeux écarquillés. Elle vous a dit ça? C'est sorti de son contexte. Le contexte étant que votre femme venait d'accoucher et se retrouvait seule à l'hôpital un samedi soir. Éclairez-moi, monsieur Renard. Quel contexte rend cela acceptable? Il a changé de tactique. Écoutez, Pierre. Il a tendu les mains en signe d'apaisement. Je sais que ça a l'air mauvais. Mais c'était juste une soirée entre amis. Denis avait tout organisé. Je ne pouvais pas refuser. Ne pouviez pas? J'ai sorti mon téléphone de ma poche.
J'ai ici l'enregistrement d'un appel que vous avez passé à Rosalie hier à 3h12 du matin. Vous voulez que je le joue ou préférez-vous épargner aux voisins l'expérience d'entendre comment vous hurlez sur votre femme qui vient d'accoucher? Son visage est devenu blanc. Vous m'avez enregistré? Non, Rosalie l'a fait, automatiquement, une fonction très pratique de son téléphone. Je n'ai pas cligné des yeux. Je vous conseille de vous comporter de manière civilisée, monsieur Renard. Vous êtes sur ma propriété. Il a serré les poings. J'ai vu la rage passer dans ses yeux, mais il s'est contrôlé. Intelligent, au moins assez pour comprendre qu'il était en mauvaise posture. Je veux voir ma femme, mon fils. Votre femme dort, votre fils aussi, parce qu'ils ont passé une nuit épouvantable grâce à vous. Vous ne pouvez pas m'empêcher de les voir. Je ne vous empêche rien. Je protège ma fille. Nuance. J'ai croisé les bras. Maintenant, vous allez rentrer chez vous, prendre une douche, dessouler complètement et réfléchir à vos priorités. Si Rosalie veut vous parler, elle vous appellera. Thomas a ouvert la bouche, l'a refermée. Il cherchait ses mots. Une réplique cinglante, une menace. Rien ne venait. Derrière moi, j'ai entendu des pas dans l'escalier. « Thomas !» Rosalie. Elle se tenait en haut des marches, Diego dans les bras, pâle mais droite. Elle nous regardait tous les deux. Thomas s'est transformé instantanément. Le visage s'est adouci, les épaules se sont affaissées. « Chérie, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris hier. C'était stupide. Denis m'a entraîné et... » « Arrête. » Sa voix était calme, trop calme. « Je ne veux pas t'entendre maintenant. Mais Rosalie, va-t'en Thomas, j'ai besoin de temps. » J'ai observé mon gendre. Son masque est tombé pendant une fraction de seconde. La colère, la frustration, le sentiment d'être défié. Puis il a repris le contrôle, affiché une expression de chien battu. « D'accord, je comprends. Prends le temps qu'il te faut. » Il a reculé vers sa voiture, une Audi A4 garée de travers dans l'allée. « Je t'aime, Rosalie. Je vous aime tous les deux. » Il est monté dans sa voiture et a démarré en trombe, les pneus crissant sur le gravier. Rosalie est descendue lentement. Elle tremblait. « Tu as bien fait, ma chérie. J'ai eu peur quand j'ai entendu sa voix. Je sais, mais tu as été forte. » J'ai pris Diego dans mes bras. « Va t'asseoir. Je vais nous faire un vrai petit déjeuner. » 1 heure plus tard, Diego dormait dans son berceau improvisé, et Rosalie mangeait des tartines beurrées dans la cuisine. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les carreaux blancs. « Papa, merci. » « Il n'y a pas de quoi. » Elle a posé sa tasse. « Je sais ce que tu penses. Que j'aurais dû partir avant, que j'étais aveugle. » « Je ne pense rien de tel. » J'ai versé du café dans ma tasse. « L'amour rend aveugle. C'est un cliché, mais c'est vrai. » « Quand est-ce que tu as compris? Pour Thomas ?» J'ai réfléchi. « Tu veux la vérité? » « Toujours? » « Au déjeuner de Noël, il y a 2 ans. » Elle a écarquillé les yeux. « 2 ans? Pourquoi tu n'as rien dit? » « Parce que tu n'aurais pas écouté. Tu l'aimais. Tu le défendais. » J'ai bu une gorgée. Et parce que je n'avais pas de preuves. Juste une intuition. Je me souvenais de ce déjeuner comme si c'était hier. Le 25 décembre 2022. La grande table en chêne dans la salle à manger, décorée de branches de sapin et de bougies. Rosalie rayonnante, Thomas charmant, serviable. Trop charmant, trop serviable. Nous parlions du domaine du bois, la vinerie familiale que j'avais héritée de mon père. Rosalie en possédait 40%, moi 60%. Un petit domaine, 10 hectares de vignes à fleuries, qui produisait environ 50 000 bouteilles par an. Rien de gigantesque, mais une affaire rentable. 3 millions d'euros de valorisation, peut-être 3 millions d'eux. Le domaine se porte bien, avais-je dit. Les ventes sont en hausse, on pourrait envisager d'étendre les vignes. Thomas avait écouté avec attention, trop d'attention. Vous savez, Pierre, avec une bonne stratégie marketing, vous pourriez doubler votre chiffre d'affaires en 5 ans. Peut-être, mais je préfère la qualité à la quantité. Bien sûr, il avait souri. Mais imaginez le patrimoine que vous laisseriez à Rosalie et à vos futurs petits-enfants. Futurs petits-enfants. Le mot avait résonné bizarrement.
comme s'il avait déjà un plan. Plus tard, dans la cuisine, je l'avais surprise au téléphone. « Oui, Denis. Je te dis, c'est une mine d'or. Le vieux ne va pas vivre éternellement. » Il m'avait vu et avait raccroché immédiatement, tout sourire. Désolé, c'était le boulot, même le jour de Noël. Une mine d'or. Le vieux. J'aurais dû réagir ce jour-là. Mais j'avais voulu croire que j'avais mal entendu, mal interprété. Rosalie était si heureuse. « Papa ?» Rosalie m'a ramené au présent. « À quoi tu penses ?»« À des erreurs. Les miennes. » J'ai posé ma tasse. « J'aurais dû t'avertir plus tôt. Tu ne pouvais pas savoir. » « Si, je savais. » J'ai regardé ma fille dans les yeux. Les notaires développent un sixième sens pour détecter les profiteurs. Thomas en est un. Et maintenant, je vais le prouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Lundi, je vois Pauline. On va faire un audit complet de tout ce qui concerne le domaine, la SCI, les finances. Rosalie a pâli. Papa, fais-moi confiance, Rosalie. Je me suis levé, j'ai posé une main sur son épaule. Si je me trompe, tant mieux, mais si j'ai raison, alors il faut que tu saches. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Pauline. « Pierre, tout va bien ?»« Non, pas vraiment. » J'ai regardé Rosalie, puis Diego qui dormait paisiblement. « Pauline, pour lundi, j'ai besoin de quelque chose de plus qu'un simple dossier. Dis-moi. Je veux tout, financier, personnel, professionnel, tout ce qui concerne Thomas Renard, et je veux que ce soit irréprochable juridiquement. » Un silence, puis « Compris, je m'en occupe. » J'ai raccroché. Rosalie me regardait avec des yeux interrogateurs. « C'est vraiment nécessaire ?»« Oui. » J'ai regardé par la fenêtre vers les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Parce que si ce type croit qu'il peut manipuler ma fille et s'approprier le patrimoine de notre famille, il va découvrir ce que signifie avoir un notaire pour beau-père. Et dans le silence de cette matinée de février, j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère était toujours là, mais canalisée, transformée en détermination froide. Thomas Renard voulait jouer? Très bien. Mais les règles allaient être les miennes. Et j'avais 35 ans d'expérience dans l'art de protéger les patrimoines familiaux contre les prédateurs. Le jeu venait de commencer. Et j'avais bien l'intention de le gagner. Lundi matin, 8h03. Pauline était déjà à mon bureau quand je suis arrivé à l'étude. Une tasse de café fumant m'attendait sur mon sous-main en cuir. Elle avait ce regard concentré qu'elle affichait toujours avant les dossiers compliqués. Alors, elle a posé un dossier bleu marine devant moi. Thomas Renard. J'ai passé le week-end là-dessus, et tu avais raison d'être inquiet. J'ai ouvert le dossier. Pauline avait travaillé vite, très vite, état financier, historique professionnel, registre du commerce. Mais ce qui m'a frappé en premier, c'était une série de photographies agrafées ensemble. Raymond Thomas, le détective privé que je connais, a accepté de jeter un œil. Elle a tapé du doigt sur les photos. Ces clichés datent des 3 derniers mois. Thomas. À la terrasse d'un café chic de Lyon, avec une femme brune que je ne connaissais pas. Penché vers elle, souriant. Une autre photo. La même femme, montant dans une Porsche Cayenne. Thomas, à ses côtés. Une troisième. L'hôtel Sofitel, entrée principale. Timestamp 23h47. Les deux ensemble. Elle s'appelle Pénélope Martin, a dit Pauline. 32 ans, cadre commercial dans la même boîte que Thomas. Célibataire. Appartement dans le 6e arrondissement de Lyon, 540 000 €. J'ai posé les photos. Depuis combien de temps? Difficile à dire avec certitude, mais Raymond a trouvé 2 nuits d'hôtel en janvier. Et il se voit régulièrement pour des déjeuners professionnels qui durent 3 heures. Rosalie était enceinte de 9 mois en janvier. Énorme, épuisée, incapable de se déplacer confortablement. Et ce salaud déjeunait pendant 3 heures avec sa maîtresse. Continue. Pauline a sorti d'autres documents. Maintenant, la partie intéressante, les finances. Elle a étalé plusieurs feuilles. La SCI du Bois Renard, créée en mars 2022. Mars 2022. Il y a 3 ans. Je me souvenais de cette période. Thomas avait convaincu Rosalie que c'était fiscalement avantageux de restructurer la propriété du domaine.
Optimisation fiscale, avait-il dit. J'aurais dû me méfier. Dans cette SCI, Pauline continuait, le doigt traçant les lignes, Rosalie a apporté ses 40% de part du domaine du bois. Valeur estimée à l'époque, 1 100 000 euros. Thomas, lui, n'a apporté que des compétences managériales évaluées à. Elle a levé les yeux vers moi. 200 000 euros. J'ai ri, un rire sans joie. Des compétences managériales. Évaluées par qui? Par un expert comptable, ami de Thomas. Elle a montré un nom. Maître Levasseur, qui, accessoirement, a des problèmes avec l'ordre depuis 2 ans. Bien sûr. Et la structure de vote? Thomas contrôle 60% des droits de vote, Rosalie, 40%, malgré qu'elle ait apporté l'essentiel des actifs. Je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre. En bas, la rue de la République s'animait. Des gens pressés, des voitures, la vie normale d'un lundi matin. Pendant que dans mon bureau, je découvrais l'étendue de la manipulation dont ma fille avait été victime. « Il y a pire », a dit Pauline doucement. « Pire ? Comment pouvait-il y avoir pire ?» Elle a sorti un relevé bancaire. En septembre 2023, la SCI a accordé un prêt de 170 000 euros à Thomas Renard. Personnel. Pour, je cite, investissement stratégique. 170 000 euros, pris dans le compte de la vinerie. L'argent qui aurait dû servir à moderniser les cuves, à acheter de nouveaux fûts, à développer notre gamme bio. Il a signé une reconnaissance de dette? Oui, remboursement prévu au plus tard fin 2024. Pauline a fait une pause. Nous sommes en février 2025. Pas un euro n'a été remboursé. Et les investissements stratégiques? Envolés. Raymond a creusé. Une partie est allée dans des crypto-monnaies qui ont fait faillite. Le reste? Elle a haussé les épaules. Dépenses personnelles? Probablement. Restaurants, voyages, cadeaux. Cadeaux. Pour Pénélope, sans doute. J'ai repris ma place derrière mon bureau. 35 ans de pratique notariale m'avaient préparé à voir le pire de l'humanité. Les héritiers qui dévalisaient leurs parents séniles, les conjoints qui manipulaient les testaments, les enfants qui se déchiraient pour des couverts en argent. Mais là, c'était ma fille, mon sang. « Pierre ?» Pauline me regardait avec inquiétude. « Tu vas bien ?»« Non, mais je vais l'être. » J'ai refermé le dossier. Autre chose. Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. Raymond a aussi récupéré ça. Message WhatsApp entre Thomas et son ami Denis Roland. Elle m'a tendu l'appareil. J'ai lu, Denis. T'es sûr de ton coup avec la SCI? Thomas, tranquille. Le vieux Pierre n'y comprend rien. Il pense que je suis juste un bon gendre. Denis. Et quand le gosse naît? Thomas. Là, je deviens intouchable. Pierre va tout laisser à son petit-fils. Et qui va gérer l'argent d'un bébé? Le père, évidemment. Denis, génie. Thomas. Rosalie a rempli sa fonction. Maintenant, elle peut jouer à la mère au foyer. Moi, je gère le business. J'ai rendu le téléphone à Pauline. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de colère, de rage pure. Sa fonction? J'ai murmuré. Elle a rempli sa fonction. Les 10 jours suivants ont été étranges. Rosalie et Diego étaient chez moi, à Fleury. Je les regardais vivre. Ma fille se remettait doucement de l'accouchement, retrouvait des couleurs. Diego grandissait, prenait du poids, commençait à sourire. Une petite famille, paisible, dans la grande maison entourée de vignes. Thomas appelait tous les jours. Des messages larmoyants, des promesses, des excuses. Rosalie répondait poliment mais froidement. Elle avait besoin de temps, disait-elle. Il acceptait, compréhensif en apparence. Mais je voyais la frustration monter dans ses messages. Le soir, quand Rosalie dormait, je travaillais. Classeur noir, intercalaire coloré. J'ai tout répertorié. Chaque document concernant la SCI, chaque relevé bancaire du domaine, chaque contrat. Les Français adorent les documents. J'allais en produire suffisamment pour enterrer Thomas Renard sous une montagne de preuves. J'ai aussi observé. Observé comme je n'avais jamais observé avant. Le mercredi après-midi, Thomas est venu rendre visite. Il a sonné, sourire charmeur, bouquet de fleurs à la main. Des roses blanches, Rosalie les a acceptées sans enthousiasme. Je suis resté dans le salon pendant qu'il parlait dans la cuisine.
Je n'écoutais pas vraiment les mots. J'observais les gestes. La façon dont Thomas touchait le bras de Rosalie, possessif. Comment il jetait des coups d'œil autour de lui, évaluant, calculant. Comment ses yeux s'attardaient sur Diego avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Satisfaction? Victoire? Il faut que tu rentres à la maison, chérie, disait-il. Diego a besoin de son père, de sa vraie maison. Sa vraie maison. L'appartement sur le quai Saint-Antoine que Rosalie avait payé avec son héritage de sa mère. 680 000 €. Au nom des deux, bien sûr. Pour notre futur, avait dit Thomas à l'époque. Je ne suis pas prête, répondait Rosalie. Ton père te monte contre moi. Thomas avait baissé la voix, mais je l'entendais quand même. Il profite de la situation. Profiter. Moi. Le type qui avait passé 3 nuits blanches à bercer son petit-fils pendant que sa mère récupérait. Le type qui changeait les couches, préparait les biberons, se levait à 3 heures du matin. Rosalie est sortie de la cuisine, pâle. « Papa, tu peux venir ?» Je suis entré. Thomas s'est tourné vers moi, sourire figé. « Pierre, nous parlions justement de vous. »« Vraiment ?» J'ai croisé les bras. « En bien, j'espère. »« Bien sûr. » Il s'est avancé. « Écoutez, je sais que vous vous inquiétez pour Rosalie, c'est normal. Vous êtes son père, mais elle a aussi un mari, une famille. Il faut qu'elle rentre. Rosalie rentrera quand elle sera prête. Et si elle n'est jamais prête ?» Un éclair de colère dans ses yeux, vite réprimé. « Vous ne pouvez pas la garder ici éternellement, ce n'est pas sain. » Ce qui n'est pas sain, monsieur Renard, c'est d'abandonner sa femme à l'hôpital le jour de l'accouchement pour aller boire avec ses copains. Il a serré les mâchoires. C'était une erreur, je l'ai admis. Combien de fois dois-je m'excuser? Autant de fois qu'il faudra. J'ai souri. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Diego va se réveiller et il aura faim. Thomas est parti peu après. Je l'ai regardé monter dans son Audi. Il a claqué la portière avec violence. Intéressant. Ce soir-là, après le dîner, j'ai parlé avec Rosalie, délicatement, comme on marche sur de la glace fragile. Ma chérie, j'ai besoin de te demander quelque chose, sur le domaine, la SCI. Elle a levé les yeux de sa tasse de tisane. Quoi? Quand tu as créé cette SCI avec Thomas, tu te souviens des détails? Pas vraiment. Elle a froncé les sourcils. Thomas disait que c'était compliqué, qu'il valait mieux qu'il s'en occupe, pour optimiser les impôts. Et tu lui as fait confiance. C'est mon mari, papa, enfin. Elle s'est mordu la lèvre. C'était mon mari. Il t'a parlé du prêt? 170 000 €? Son visage s'est vidé de ses couleurs. Quel prêt? Voilà. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien. J'ai passé l'heure suivante à lui expliquer. Les documents étalés sur la table de la cuisine, la structure de la SCI, les votes, le prêt non remboursé. Les photos de Pénélope Martin, je les ai gardées pour plus tard. Inutile de tout déverser d'un coup. Rosalie écoutait, le visage de plus en plus fermé. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Je suis idiote. Non, tu es amoureuse. C'est différent. 170 000 €. Elle a secoué la tête. Papa, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, tu te reposes, tu t'occupes de Diego, tu reprends des forces. J'ai refermé le dossier. Le reste, laisse-moi m'en charger. Tu as un plan? J'ai souri. Disons que j'ai des idées. Cette nuit-là, j'ai appelé un autre numéro, maître Élise Depray, avocate spécialisée en droit de la famille. Nous nous connaissions depuis des années, avions travaillé ensemble sur des divorces complexes, des successions conflictuelles. Pierre, à cette heure, pardon de te déranger, Élise, mais j'ai besoin de tes conseils. Pour ma fille. J'ai entendu le froissement des draps. Raconte. Je lui ai tout expliqué. La SCI, le prêt, les manipulations. Elle écoutait en silence, n'interrompant que pour poser des questions précises, techniques. Il l'a bien eu, a-t-elle fini par dire. Mais il a aussi fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Lesquelles? Le prêt, pour commencer. 170 000 € sans accord unanime des associés, c'est de l'abus de biens sociaux, passible de 5 ans de prison. Mon cœur s'est accéléré. Continue. La structure de la SCI est bancale.
Si l'apport de Rosalie valait plus d'1 million et celui de Thomas à peine 200 000, la répartition des droits de vote est frauduleuse. On peut attaquer. Délai? Ça dépend. Mais avec les bonnes preuves, 6 mois à 1 an pour obtenir une décision. 6 mois à 1 an. Rosalie pouvait tenir, elle tiendrait. Élise, j'ai besoin que tu prépares sans quelque chose. Un plan. Légal, irréprochable, mais dévastateur. Dévastateur comment? Je veux qu'il perde tout, la SCI, l'argent, la crédibilité. Je veux qu'aucune entreprise sérieuse ne veuille plus travailler avec lui. Un silence, puis « Tu es sûr, Pierre ?» « Absolument. »« D'accord. » J'ai entendu le bruit d'un stylo sur du papier. « Rendez-vous à mon cabinet jeudi, 14 heures, et apporte tout ce que Pauline a rassemblé. » J'ai raccroché et regardé par la fenêtre. Les vignes s'étendaient dans l'obscurité, silhouettes noires contre le ciel étoilé. Mon grand-père les avait plantées en 1955. Mon père les avait entretenues toute sa vie. Je les avais héritées à sa mort. Et je les transmettrai à Rosalie puis à Diego, pas à Thomas Renard. Jamais à Thomas Renard. Le jeu avait changé. Je n'observais plus. Je préparais. Le jeudi suivant, j'ai roulé jusqu'à Lyon, seul. Rosalie était restée à Fleury avec Diego sous la surveillance d'une voisine de confiance, Madame Bertrand. Une femme de 65 ans, ancienne infirmière, qui avait élevé 4 enfants et ne se laissait intimider par rien ni personne. Si Thomas osait se pointer, elle saurait gérer. Le cabinet de Maître Deprez se trouvait rue du Bas d'Argent, au cœur du Vieux Lyon. Bâtiment du XVIIe siècle, façade Renaissance, parquet qui craquait sous les pas. Élise m'attendait dans son bureau au 2e étage, entourée de codes juridiques, reliés en cuir, et de dossiers empilés avec un ordre apparent. « Pierre !» Elle m'a serré la main fermement. « Assieds-toi. Café ?» « Volontiers. » Elle a servi 2 expressos dans des tasses en porcelaine fine, puis elle a sorti un bloc-notes jaune, déjà couvert de notes. J'ai épluché les documents que tu m'as fait parvenir. Elle a tapé son stylo contre le papier. Thomas Renard s'est cru très malin, il ne l'est pas. Ou plutôt, il est juste assez malin pour se mettre dans une situation juridique catastrophique. Explique la SCI Dubois-Renard. Elle a ouvert un dossier, créé en mars 2022 avec un apport initial déséquilibré. Rosalie apporte 1 100 000 € en part du domaine. Thomas apporte 200 000 € en compétences managériales évaluées par un expert comptable qui, accessoirement, a été suspendu de l'ordre en janvier dernier. Donc l'évaluation est contestable? Plus que contestable. Nulle. Élisa sourit. Ensuite, septembre 2023. Thomas s'octroie un prêt de 170 000 €, seul, sans consultation de Rosalie. C'est légal? Non, l'article 1849 du Code civil est clair. Dans une SCI, les décisions importantes nécessitent l'accord de tous les associés proportionnellement à leur part. Un prêt de cette ampleur est une décision importante. Il aurait dû obtenir le consentement écrit de Rosalie. Il ne l'a pas fait? Exactement. C'est de l'abus de biens sociaux. Article L. 241-3 du Code de commerce, passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. J'ai bu une gorgée de café. Il était brûlant, fort, parfait. Quelle est notre stratégie? Élise a tourné une page de son bloc. D'abord, Rosalie envoie une mise en demeure officielle, par huissier, remboursement des 170 000 € sous 30 jours, conformément à la reconnaissance de dette signée. Il ne pourra pas payer. Probablement pas, mais ça lance la procédure. Elle a continué. Ensuite, nous demandons un audit complet de la SCI par un expert comptable indépendant, désigné par le tribunal si nécessaire. Je parie qu'on va trouver d'autres irrégularités. Quel genre? Dépenses personnelles passées en frais professionnels, détournements mineurs, ce genre de choses. Les gens comme Thomas ne s'arrêtent jamais à une seule arnaque. Elle avait raison. J'avais vu ça des dizaines de fois. Les fraudeurs sont rarement ponctuels dans leur malhonnêteté. Et après l'audit, nous attaquons la structure même de la SCI. Déséquilibre manifeste
Vice de consentement, dol. Rosalie a été trompée sur la nature et les conséquences de l'acte. Élise m'a regardé droit dans les yeux. Pierre, avec les preuves que tu as rassemblées, je peux faire annuler cette SCI. Rosalie récupérera ses 40% du domaine, purs et simples. Délai 6 à 12 mois pour l'ensemble de la procédure. Mais on peut obtenir des mesures conservatoires rapidement. Blocage des comptes de la SCI, interdiction pour Thomas de prendre des décisions unilatérales. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je voulais entendre. Et pour le divorce? Séparation de corps d'abord, si Rosalie veut gagner du temps. Divorce ensuite, avec séparation de biens. Elle a me feuilleté un autre dossier. L'appartement sur le quai Saint-Antoine. Au nom des deux? Oui, 680 000 €, payés principalement par l'héritage de Rosalie. On va demander la liquidation et le partage. Si on prouve que l'essentiel vient de l'héritage de Rosalie, elle peut récupérer sa quote-part avant partage. Nous avons passé 2 heures à construire la stratégie. Chaque étape, chaque document, chaque délai. Élise prenait des notes, posait des questions, réfléchissait à voix haute. À la fin, nous avions un plan en 5 phases. Phase 1. Mise en demeure pour le remboursement du prêt. Phase 2. Demande d'audit de la SCI. Phase 3. Attaque de la structure de la SCI pour vice de consentement et abus. Phase 4. Divorce avec séparation de biens. Phase 5. Récupération des actifs de Rosalie. Ça va être long, a prévenu Élise, et douloureux. Thomas va se défendre. Qu'il se défende. J'ai rangé mes documents dans mon attaché-case. Il découvrira que la légalité française n'est pas son terrain de jeu. En sortant du cabinet, j'ai appelé Pauline. Alors, on attaque. Prépare tous les documents originaux. Reconnaissance de dette, statut de la SCI, relevé bancaire. Tout. Compris. Une pause. Pierre, Rosalie va tenir le coup? Elle va devoir. J'ai déverrouillé ma Mercedes. Et je serai là pour m'assurer qu'elle tienne. Le trajet retour vers Fleury m'a pris 53 minutes. J'ai roulé vite, les pensées se tourbillonnant. La stratégie était en place. Les pièces commençaient à se positionner sur l'échiquier. Mais il manquait quelque chose. Une protection supplémentaire. Une garantie que, quoi qu'il arrive, le domaine resterait dans la famille. Une donation-partage. L'idée m'est venue en passant devant les vignes de Villiers-Morgon. Donation-partage. Je pouvais transmettre mes 60% du domaine à Rosalie de mon vivant, en utilisant ma quotité disponible au maximum. Ça protégerait le patrimoine familial immédiatement, sans attendre mon décès. Bien sûr, il y avait des subtilités. La réserve héréditaire. Si j'avais d'autres enfants, ils auraient droit à leur part. Mais Rosalie était fille unique. La situation était simple, enfin, relativement simple. Je pourrais donner jusqu'à 45% de mes parts directement. Les 15% restants seraient soumis à la réserve, mais je garderais l'usufruit jusqu'à ma mort. Rosalie aurait le contrôle, mais je toucherais encore les dividendes. Tout le monde serait content, enfin pas Thomas. Mais là était précisément le but. Arrivé à Fleury, j'ai trouvé Rosalie dans le jardin, Diego endormi dans son landau. Elle lisait, profitant du soleil pâle de février. Elle a levé la tête en m'entendant arriver. Alors, je me suis assis sur le banc à côté d'elle. On a un plan, un bon plan. Elle a fermé son livre. Raconte. Je lui ai tout expliqué. La mise en demeure, l'audit, l'attaque contre la SCI. Elle écoutait, le visage impassible, mais je voyais ses mains trembler légèrement. Ça va aller jusqu'au tribunal? Probablement. Thomas ne va pas céder facilement. Il va être furieux. Qu'il soit furieux. J'ai pris sa main. Ma chérie, tu as le droit pour toi. La loi française protège les victimes de manipulations financières. Thomas a enfreint au moins 3 articles du code. Il va payer. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'ai peur, papa. Je sais, mais tu n'es pas seul. J'ai regardé Diego qui dormait paisiblement. Et nous allons nous battre. Pour lui, pour toi, pour le domaine. Ce soir-là, après le dîner, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans mon bureau, j'ai créé un nouveau dossier. Stratégie Renard.
Sous-dossier. Juridique, financier. Preuves, correspondance. Dans chaque sous-dossier, j'ai commencé à classer. Photo de Pénélope Martin, relevé bancaire de la SCI, message, WhatsApp, reconnaissance de dette, statut de la SCI, contrat de l'appartement sur le quai Saint-Antoine. Tout était là, noir sur blanc, daté, signé, prouvé. Thomas Renard avait fait une erreur monumentale. Il avait sous-estimé son adversaire. Il pensait avoir affaire à un vieux notaire de province, probablement sénile, certainement naïf, un grand-père gâteau qui distribuerait son patrimoine avec un sourire. Il allait découvrir son erreur, une erreur qui allait lui coûter tout ce qu'il avait volé. Et peut-être plus. J'ai fermé l'ordinateur et regardé par la fenêtre. Les vignes s'étendaient dans l'obscurité. 70 ans d'histoire familiale. Mon grand-père plantant les premiers ceps après la guerre. Mon père modernisant les méthodes, créant notre marque. Moi développant les exportations, hissant le domaine du bois parmi les références du Beaujolais. Et maintenant, Rosalie. Qui allait continuer? Qui allait transmettre à Diego le patrimoine familial, le patrimoine que Thomas avait voulu s'approprier? J'ai souri dans l'obscurité. Le français a une belle expression pour ça, la monnaie de sa pièce. Thomas allait recevoir la monnaie de sa pièce. Et ce serait une monnaie amère, froide, implacable. La monnaie de la justice française. Le lendemain matin, vendredi, j'ai appelé Maître Deprez. « Élise, on lance la procédure. » Lundi. « Tu es sûre? Rosalie est prête. » J'ai regardé ma fille qui donnait le biberon à Diego dans la cuisine. Elle chantonnait doucement, une berceuse que je lui chantais quand elle était bébé. Elle avait l'air sereine, forte. Elle est prête. Très bien, je prépare la mise en demeure. L'huissier la remettra mardi. Parfait, j'ai raccroché. Dans la cuisine, Diego a rôté bruyamment. Rosalie a ri, un rire léger, spontané, le premier depuis des semaines. Le week-end est passé calmement. Nous avons visité la vinerie, Rosalie montrant à Diego les cuves en inox, les fûts de chêne, les rangées de bouteilles. Notre maître de chai, Monsieur Pernet, était là, travaillant sur l'assemblage du millésime 2024. Madame Rosalie, il a souri en nous voyant. Et le petit, « Bonjour, Monsieur Pernet. » Rosalie s'est approchée. « Comment va le millésime? » « Excellent, le meilleur depuis 2015. » Il a montré les échantillons. Fruité, équilibré, belle longueur en bouche. Ils ont parlé vin pendant une demi-heure. J'écoutais, observant ma fille. Elle connaissait son métier. Œnologue diplômée, elle avait ce palais rare qui distingue les nuances, prédit les évolutions. Le domaine était en bonne main avec elle. Thomas, lui, ne comprenait rien au vin. Oh, il savait parler, impressionner les clients avec du vocabulaire technique. Mais il n'avait jamais vraiment aimé ça. Pour lui, c'était juste un produit. Des bouteilles à vendre, des marges à optimiser. Dimanche soir, alors que je couchais Diego dans son berceau, mon téléphone a vibré. Message de Thomas. « Pierre, ça fait 2 semaines. Rosalie doit rentrer. On doit parler. Comme des adultes. » J'ai souri. Comme des adultes. C'était drôle. J'ai répondu « Rosalie rentrera quand elle le décidera. Bonne soirée. » Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard. « Vous la montez contre moi. C'est de la manipulation. » Manipulation. Le mot était savoureux venant de lui. Je n'ai pas répondu. Inutile. Mardi, l'huissier frapperait à sa porte. Et là, les vrais adultes prendraient le relais. Les adultes en robe noire, avec des codes et des articles de loi. Lundi matin, j'ai reçu un appel d'Élise. C'est fait. La mise en demeure est prête. L'huissier la remettra demain à 9 heures. Bien. Pierre, tu es vraiment sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Pourquoi cette question? Parce que ça va devenir très moche. Thomas va contre-attaquer. Il va dire des choses horribles sur Rosalie, sur toi. Il va chercher à salir, à détruire. Qu'il essaie. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Pauline tapait sur son ordinateur concentré. Nous avons la loi de notre côté, et la vérité, c'est suffisant. D'accord, alors, en avant, oui, en avant vers la justice, la vraie, celle des tribunaux, des juges, des huissiers, celle qui ne pardonne pas les manipulations, les mensonges,
les vols déguisés en investissement. Thomas Renard allait apprendre une leçon que j'avais enseignée à des dizaines de personnes au cours de ma carrière. En France, on ne plaisante pas avec le droit de la famille. On ne vole pas le patrimoine de sa femme, on ne manipule pas une SCI pour s'enrichir. Et surtout, on ne sous-estime jamais un notaire qui protège sa fille. Le jeu était lancé, les règles étaient en clair, et j'avais bien l'intention de gagner. Le mardi 8 avril, à 9h17 précise, l'huissier de justice a sonné à la porte de Thomas. J'étais dans mon bureau à Lyon quand Pauline m'a appelé. C'est fait, Maître Arnaud vient de me confirmer. La mise en demeure est remise. J'ai raccroché et me suis permis un café. Un bon café, préparé avec soin. J'allais en avoir besoin pour la suite. L'audit de la SCI Dubois-Renard avait été achevé le 3 avril. 3 semaines de travail minutieux par un expert comptable indépendant, Monsieur Philippe Moreau, un homme méthodique qui avait épluché chaque ligne, chaque justificatif, chaque virement. Son rapport faisait 47 pages, mais la conclusion tenait en 3 paragraphes dévastateurs. Prêt non autorisé à Thomas Renard, 170 000 €. Dépenses injustifiées passées en frais professionnels, 43 000 €. Total des détournements avérés, 213 000 €. Abus de biens sociaux, article L 241-3 du Code de commerce. J'avais lu le rapport 3 fois. Chaque fois, ma satisfaction augmentait. Thomas s'était cru malin. Il avait juste été prévisible. Les 43 000 € étaient particulièrement savoureux. Restaurant 4 étoiles avec des clients qui n'existaient pas. Week-end en hôtel de luxe pour des salons professionnels qui n'avaient jamais eu lieu. Une Rolex à 15 000 € pour représenter la marque. Moreau avait tout documenté avec la précision d'un chirurgien. « Vous aviez raison », m'avait-il dit lors de notre dernière réunion. Monsieur Renard a traité la SCIA comme sa tirelire personnelle. Thomas m'a appelé à 14h32. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé à 14h35, puis à 14h37. À 14h40, il s'est présenté à l'étude. Pauline a frappé à ma porte. « Monsieur Renard insiste pour vous voir. Il est agité. » « Faites-le entrer. » Thomas a débarqué comme une tempête. Cheveux en bataille, cravate desserrée, le visage rouge. Il tenait la mise en demeure dans sa main, le papier froissé. « C'est quoi ce délire ? Il a jeté le document sur mon bureau. 213 000 €. Vous êtes devenu fou ?» Je n'ai pas bougé. « Bonjour, monsieur Renard. Veuillez vous asseoir. »« Je ne vais pas m'asseoir. » Sa voix montait dangereusement. Pauline était restée près de la porte, discrète mais présente. Témoin. « Vous manipulez ma femme. Vous la montez contre moi. Votre femme a simplement exercé ses droits légitimes d'associé. » J'ai montré un exemplaire du rapport d'audit. L'expert comptable a constaté des irrégularités graves. Des irrégularités, c'était des investissements. Une Rolex est un investissement ? J'ai ouvert le rapport à la page 23. Week-end à Deauville en février 2024, 4 700 € facturés comme salon viticole. Sauf qu'il n'y avait pas de salon viticole à Deauville en février 2024. Thomas a ouvert la bouche, l'a refermée. Vous avez 48 heures pour rembourser les 213 000 €. J'ai continué calmement. Passé ce délai, Maître Deprez transmettra le dossier au procureur. L'abus de biens sociaux est un délit pénal, monsieur Renard. 5 ans de prison. Vous me faites chanter. Je protège les intérêts de ma fille. Nuance. J'ai refermé le rapport. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'ai d'autres rendez-vous. Il est resté là, figé, le visage passant du rouge au blanc. Puis, il s'est penché vers moi, menaçant. « Je vais vous détruire. Vous et votre fille. Je vais tout raconter. » Raconter quoi exactement ? J'ai souri. Que vous avez volé 213 000 €, je vous en prie, les journalistes adorent les histoires de détournement de fonds. Pauline a toussé discrètement. Monsieur Dubois, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. Thomas est parti en claquant la porte. Le bruit a résonné dans toute l'étude. Plusieurs employés ont levé la tête. Tout va bien, Pierre ?
Pauline s'est approchée. Parfaitement bien. J'ai rangé le rapport dans mon tiroir. Il vient de comprendre qu'il a perdu le contrôle de la situation. Maintenant, il va paniquer. Et effectivement, il a paniqué. Le lendemain, Rosalie m'a appelé. Papa, Thomas m'a envoyé 15 messages. Il dit qu'il va tout rembourser, qu'il a besoin de temps. Du temps, il en a eu, 3 ans. Il dit qu'il va vendre sa voiture, emprunter à ses parents, qu'il fasse ce qu'il veut, mais dans les 48 heures. J'ai marqué une pause. Comment vas-tu, ma chérie? Mieux. Sa voix était plus ferme qu'avant. Diego va bien, et moi, je commence à voir clair. Voir clair. Oui. Le brouillard se levait enfin. Ce que Rosalie ne savait pas encore, c'est que Thomas n'avait aucun moyen de rassembler cette somme. Sa voiture, une Audi A4, valait peut-être 25 000 € d'occasion. Ses parents? Pauline m'avait informé qu'ils avaient refusé de l'aider, il y a 10 ans déjà, pour une histoire d'argent. Ses économies, inexistantes. Le vendredi 11 avril, Thomas a payé 85 000 €, un virement bancaire accompagné d'un message « Premier versement, le reste suivra ». Maître de prêt m'a appelé. Il essaie de gagner du temps. Je sais, refusé. Tu es sûr? Absolument. La mise en demeure était claire. Paiement intégral sous 48 heures. Il a eu sa chance. Le lundi suivant, Maître de prêt a transmis le dossier au procureur. Copie du rapport d'audit, copie de la mise en demeure, copie de tous les documents pertinents. Thomas a essayé autre chose. Le mercredi, Pauline est entrée dans mon bureau, l'air préoccupé. « Pierre, j'ai eu un appel bizarre. Un journaliste, Jacques Ferrand, du Progrès de Lyon. Il voulait me poser des questions sur un notaire qui utiliserait sa position pour une vendetta familiale. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il devait parler à notre avocat. Puis, j'ai appelé Ferrand personnellement. Elle a souri. Il m'a expliqué qu'un certain Denis Rolland l'avait contacté avec une histoire explosive. Denis Rolland, l'ami de Thomas, bien sûr. Et j'ai mentionné que toute publication diffamatoire entraînerait des poursuites immédiates. Puis j'ai appelé quelqu'un d'autre. Et qui? Tu te souviens de la succession Bertrand, il y a 5 ans? Je me souvenais. Une affaire complexe, un patrimoine de 8 millions d'euros, 3 héritiers en conflit. J'avais passé 2 ans à démêler les chevaux, à négocier, à protéger les intérêts de chacun. Le patriarche de la famille était Maurice Bertrand. Son fils, Édouard, était rédacteur en chef adjoint du Progrès de Lyon. « Édouard Bertrand », a dit Pauline. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation, très factuellement. Et l'article ne paraîtra pas. Édouard m'a assuré que Jacques Ferrand allait recevoir de nouvelles instructions. Elle a marqué une pause. Il a aussi dit que tu l'avais sauvé lors de la succession, que sa famille te devait beaucoup. J'ai fermé les yeux un instant. Les réseaux. En France, tout fonctionnait par réseau. 35 ans de pratique honnête, de travail méticuleux, de relations professionnelles cultivées avec soin. Thomas pensait pouvoir me détruire avec un article de presse? Merci, Pauline. De rien. Elle s'est levée. Thomas Renard apprend une leçon importante. On ne s'attaque pas impunément à Pierre Dubois. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Thomas. 3 lignes. Vous avez gagné. Je n'ai pas l'argent, mais je me battrai pour ma famille, pour mon fils. J'ai supprimé le message sans répondre. Sa famille? Son fils? Il avait abandonné Rosalie à l'hôpital le jour de l'accouchement. Il avait volé 213 000 €. Il couchait avec Pénélope Martin. Sa famille? Quelle blague! Mais ce que Thomas ne savait pas, c'est que je préparais autre chose. Quelque chose de plus définitif, de plus protecteur. Une donation partage. J'avais rendez-vous le 7 mai avec Maître Arnaud, un collègue notaire, pour finaliser l'acte. Je ne pouvais pas le faire moi-même, conflit d'intérêts. Mais Arnaud était un ami, un professionnel irréprochable. L'idée était simple. Je possédais 60% du domaine du bois. Rosalie, 40%. Après récupération de ses parts de la SCI frauduleuse, elle aurait à nouveau ses 40%. Bien. Mais je voulais aller plus loin, je voulais lui donner le contrôle, total, définitif.
Avec la donation-partage, je pouvais transmettre 45% de mes 60% directement à Rosalie, utilisant ma quotité disponible au maximum. Les 15% restants seraient soumis à la réserve héréditaire, mais je garderais l'usufruit jusqu'à ma mort. Résultat, Rosalie aurait 85% des parts en pleine propriété, plus la nue propriété de mes 15%, soit un contrôle total du domaine. Et moi, je garderai l'usufruit de mes 60%, environ 75 000 € par an en dividendes, largement suffisant pour vivre confortablement. Thomas n'aurait plus rien. Jamais. J'ai souri en relisant le projet d'acte. La beauté du droit français, la protection du patrimoine familial, l'usufruit et la nue propriété. Des concepts que Thomas ne comprendrait jamais. Le domaine du bois allait rester exactement là où il devait être, dans la famille, pour Diego, pour les générations futures. Pas pour un opportuniste qui considérait ma fille comme ayant rempli sa fonction. Le 7 mai à 10 h, je suis entré dans l'étude de Maître Arnaud, rue Président Édouard Herriot. Rosalie m'accompagnait. Diego dormait dans sa poussette, inconscient de l'importance du moment. Maître Arnaud nous attendait, les documents étalés sur son bureau en acajou, massif. 63 ans, cheveux gris, impeccablement peignés, costume 3 pièces, un notaire de la vieille école. Pierre, Rosalie. Il nous a serré la main. Asseyez-vous, nous avons du travail. L'acte de donation-partage faisait 23 pages. Arnaud l'a lu intégralement, article par article, nous expliquant chaque clause. Rosalie écoutait avec attention, posant des questions précises. Donc, papa garde l'usufruit de ses 60%? Exactement, a confirmé Arnaud. Il touchera les dividendes jusqu'à sa mort, mais la nue propriété de 45% vous est transmise immédiatement. Les 15% restants sont soumis à la réserve héréditaire, mais là aussi, Pierre garde l'usufruit. Et en termes de contrôle, vous aurez 85% des droits de vote immédiatement. Arnaud a montré l'annexe financière. Le domaine est évalué à 3 100 000 €. Votre père vous transmet donc environ 2 640 000 € en valeur, dans les limites légales de la quotité disponible. Rosalie m'a regardé. Papa, c'est énorme. C'est ta vie, ton héritage, celui de Diego. J'ai pris sa main. Le domaine a toujours été à toi. Je fais juste les choses officiellement. Elle avait les larmes aux yeux. Merci. Arnaud a toussé discrètement. Si vous êtes prêts, nous pouvons signer. Nous avons signé. Chaque page. Rosalie d'abord, puis moi. Arnaud, ensuite, apposant son sceau. Le bruit du tampon sur le papier a résonné dans le silence feutré du bureau. Définitif. Voilà, a dit Arnaud en rangeant les documents. L'acte sera enregistré au service de publicité foncière dans les 48 heures. À partir de ce moment, Rosalie, vous contrôlez le domaine du bois. Félicitations. Nous sommes sortis dans la rue baignée de soleil, mai à Lyon. Les terrasses pleines, les gens souriants, la vie qui continue. Ça y est, a murmuré Rosalie, c'est vraiment fini. Pas encore. J'ai regardé ma montre. Mais bientôt. Ce que nous ne savions pas, c'est que Thomas l'apprendrait beaucoup plus vite que prévu. Le 15 mai, Raymond, le détective privé, m'a appelé. « Monsieur Dubois, j'ai quelque chose. »« Quoi ?» Thomas Renard et Pénélope Martin. Ils se sont vus hier soir. Restaurant Le Bouchon, dans le Vieux-Lyon. Une pause. Ils parlaient de vous et du domaine. Continue. Pénélope demandait quand le divorce serait finalisé. Thomas disait « bientôt », qu'après, il pourrait restructurer la gestion de la vinerie, qu'avec Diego comme héritier, il aurait le contrôle jusqu'à la majorité du gamin. J'ai serré le téléphone, le contrôle, toujours le contrôle. Il y a autre chose, a continué Raymond. Ils ont aussi parlé de mariage. Pénélope veut une date. Thomas a dit « dès que le divorce est prononcé ». Bien sûr, le divorce à peine signé, il épouserait sa maîtresse. Et ensemble, ils pensaient gérer le domaine pour Diego. Merci Raymond. Envoyez-moi le rapport complet. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre. Les quais du Rhône scintillaient sous le soleil. Thomas vivait dans un rêve
où il contrôlait encore quelque chose. Il était temps de le réveiller. Le 3 juin, j'ai demandé à Rosalie de convoquer Thomas pour une discussion sur l'avenir de Diego. Terrain neutre. Mon étude, 14 heures. Il est arrivé avec 10 minutes d'avance, costume gris, cravate bleue, le sourire confiant. Il pensait qu'on allait négocier, trouver un compromis. Pauvre imbécile. Rosalie et moi l'attendions dans la salle de réunion. Maître Deprez était là aussi, dossiers empilés devant elle. « Thomas, » a dit Rosalie froidement, « assieds-toi. » Il s'est assis, regardant autour de lui. « Pourquoi l'avocat ?»« Parce que nous allons parler de choses sérieuses. » Rosalie a poussé un document vers lui. Lisse. C'était la demande officielle de divorce, séparation de biens. Partage de l'appartement sur le quai Saint-Antoine. Garde exclusive de Diego pour Rosalie, droit de visite pour Thomas. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. C'était fascinant. La confiance initiale s'est fissurée, puis émiettée. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte. « La garde exclusive ?» Sa voix était montée d'une octave. « Mais c'est ridicule, Diego est mon fils !»« Diego est le fils de Rosalie, » a dit Maître Deprez calmement. « Vous l'avez abandonné le jour de sa naissance. Nous avons les preuves. Je ne l'ai pas abandonné. Vous étiez en train de boire avec vos amis pendant que votre femme accouchait seule. » Deprez a ouvert un dossier. Nous avons aussi les photos de vos rencontres avec mademoiselle Martin. Adultère caractérisé. Thomas est devenu livide. Vous m'avez fait suivre. Nous avons protégé les intérêts de ma cliente. Deprez a refermé le dossier. Vous aurez un droit de visite, un week-end sur 2, si le juge l'accorde. C'est déjà généreux. Il s'est tourné vers Rosalie. « Chérie, on peut discuter. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... » « Ne m'appelle pas chérie. » La voix de Rosalie était de glace. « Tu as eu 3 ans pour discuter. Tu as préféré voler, mentir et me tromper. Je n'ai pas volé. J'ai posé le rapport d'audit sur la table. Le bruit a claqué dans le silence. 213 000 €, j'ai dit doucement. Détournement de fonds, abus de biens sociaux. Le procureur a ouvert une enquête. Votre avocat devrait vous en avoir informé. » Thomas a blêmi. J'ai remboursé 85 000. Ce n'est pas suffisant, et c'est trop tard. J'ai croisé les mains. Vous aviez 48 heures. Vous avez choisi de ne pas payer. Les conséquences sont les vôtres. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai savouré ce moment. Pas avec cruauté, avec satisfaction. La satisfaction de voir la justice se faire. « Il y a autre chose, » a dit Rosalie. Elle a sorti un autre document. L'appartement sur le quai Saint-Antoine sera vendu. Nous partagerons le produit de la vente. Tu recevras ta part. 340 000 €. Thomas s'est accroché à cette bouée. 340 000. Au moins ça, c'est... Ces 340 000 € serviront à rembourser une partie de ta dette envers la SCI, a continué Rosalie. Le reste, 128 000 €, sera prélevé sur tes revenus. Saisi sur salaire. Le visage de Thomas s'est décomposé, littéralement. On aurait dit un château de cartes s'effondrant au ralenti. Mais je ne pourrai pas vivre. Vous devriez y penser avant. Maître Deprez a rassemblé ses documents. Maintenant, si vous voulez bien signer l'accord de divorce. Je ne signerai rien. Thomas s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas me faire ça. Diego est mon fils. Le domaine... Le domaine ? J'ai souri. Ah oui, le domaine. J'ai sorti une copie de l'acte de donation-partage. Je l'ai fait glisser vers lui sur la table cirée. Lisez, monsieur Renard. Prenez votre temps. Il a saisi le document, a commencé à lire. J'ai regardé la compréhension s'installer progressivement. Ses yeux parcouraient les lignes, de plus en plus vite, de plus en plus frénétiquement. Donation-partage, 45%, usufruit, nue propriété. Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai transmis l'essentiel de mes parts du domaine à Rosalie, de mon vivant. J'ai croisé les bras. Elle contrôle maintenant 85% de l'entreprise. Vous ne contrôlez rien. Mais Diego, il hérite. Diego héritera de sa mère. En temps voulu. J'ai souri.
Et sa mère, c'est Rosalie, pas vous, jamais vous. Thomas est resté figé, totalement figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Seuls ses yeux bougeaient, passant du document à moi, puis à Rosalie, puis au document à nouveau. Vous m'avez tout pris. Non, j'ai dit calmement. Vous avez tout perdu. Nuance. Il a jeté le document sur la table. Je vais attaquer ça. Mon avocat va... Votre avocat va vous expliquer que c'est parfaitement légal, a coupé Maître Deprez. La donation-partage respecte toutes les règles. La réserve héréditaire est préservée. Contestez si vous voulez. Vous perdrez. Et ça vous coûtera encore plus cher. Thomas s'est effondré sur sa chaise, les épaules affaissées, le regard vide. Il ressemblait à un ballon dégonflé. « Je n'ai plus rien, a-t-il murmuré. Plus d'argent, plus de maison, plus de famille. Vous avez vos choix, a dit Rosalie. Sa voix était dure, mais je voyais les larmes dans ses yeux. Vous avez choisi Pénélope, vous avez choisi l'argent, vous avez choisi de me traiter comme si j'avais rempli ma fonction. Elle a marqué une pause. Maintenant, assume. Thomas a relevé la tête. Comment tu... Les messages à Denis. Rosalie a sorti son téléphone. Rosalie a rempli sa fonction. Le vieux Pierre va tout laisser au gamin. Je vais gérer le business. Elle a rangé le téléphone. Tout est documenté. Tout. Il s'est levé chancelant. J'ai besoin d'air. Signez d'abord, a dit Maître Deprez en poussant l'accord de divorce vers lui. Ici et ici. Thomas a signé. Sans lire, sans protester. Ses mains tremblaient tellement que la signature était à peine lisible. Puis, il est sorti. Sans un mot, sans un regard. Nous sommes restés silencieux un moment, puis Rosalie a éclaté en sanglots. Je me suis levé, je l'ai prise dans mes bras. C'est fini, ma chérie, c'est fini. Je sais. Elle sanglotait contre mon épaule. Mais ça fait mal quand même. Je sais. Maître Deprez a rassemblé ses affaires discrètement. Je vous laisse, Rosalie. Appelle-moi si tu as besoin. Après son départ, Rosalie s'est assise, s'est essuyé les yeux. Papa, tu crois qu'on a été trop dur? Non. J'ai regardé par la fenêtre. Thomas marchait sur le trottoir tête basse, les épaules voûtées. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Pas plus, pas moins. Et maintenant? Maintenant on construit. J'ai souri. Le domaine est à toi. Diego grandira entouré de vignes. La tradition continue. Rosalie a hoché la tête. Oui, la tradition continue. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Fleury 2015, un grand millésime. J'en ai bu un verre lentement, savourant chaque gorgée. Thomas Renard avait voulu jouer. Il avait pensé que manipuler ma fille, voler le domaine et s'enrichir sur notre dos serait facile. Il avait découvert que Pierre Dubois ne jouait pas. Il appliquait les règles françaises, le droit, la tradition, le patrimoine familial. Et ces règles, il les connaissait par cœur. Le domaine Dubois resterait dans la famille, pour toujours, exactement comme il se devait. Le 2 juillet 2025, salle d'audience numéro 3 du tribunal judiciaire de Lyon. 14h30 précise. J'étais assis au premier rang, Rosalie à ma droite, Maître Deprez à ma gauche. Devant nous, Thomas et son avocat, Maître Garnier, un homme de 50 ans avec une réputation de combattant acharné. Derrière, quelques curieux, des étudiants en droit, un journaliste du Progrès. Le juge Marchand est entré. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris coupés courts, regard perçant derrière des lunettes à monture fine. 30 ans de carrière. Elle avait vu passer des milliers d'affaires de détournement de fonds. Affaire SCA Dubois Renard contre Renard Thomas, a-t-elle annoncé. Abus de biens sociaux présumés. Maître Garnier, vous avez la parole. L'avocat de Thomas s'est levé. Madame la juge, mon client conteste formellement les accusations. Les sommes en question étaient des avances légitimes pour le développement de l'entreprise. Il a parlé pendant 23 minutes. J'ai compté. 23 minutes pour essayer de transformer un vol en investissement stratégique. C'était presque artistique, cette capacité à habiller la malhonnêteté de termes techniques. Maître Deprez a répondu en 7 minutes. 7 minutes de fait. Le rapport d'audit, les relevés bancaires,
la reconnaissance de dettes signées. L'épreuve des dépenses personnelles facturées comme professionnelles. La Rolex à 15 000 € était-elle essentielle au développement de la vinerie? A-t-elle demandé un sourcil levé. Maître Garnier a ouvert la bouche, l'a refermée. L'image de marque, a répété le juge Marchand. Elle a feuilleté le dossier. Le week-end à Deauville facturé comme salon professionnel alors qu'aucun salon n'avait lieu. Les restaurants 4 étoiles avec des clients imaginaires. Les voyages de Monsieur Renard seul, ou plutôt avec Mademoiselle Martin. Thomas s'est assis sur sa chaise. Son visage est passé du rose au blanc crayeux. Le juge a continué sa lecture. Chaque page tournée résonnait dans le silence. Puis elle a retiré ses lunettes. Signe qu'elle avait pris sa décision. L'abus de biens sociaux est caractérisé. Monsieur Renard a utilisé les fonds de la SCI pour son usage personnel, sans autorisation des autres associés, en violation flagrante de ses obligations fiduciaires. Elle a remis ses lunettes. Le tribunal ordonne à Monsieur Thomas Renard de rembourser la somme de 213 000 € à la SCI Dubois Renard dans un délai de 90 jours. S'ajoute une amende de 15 000 € et les frais de justice, 8 500 €. Thomas a bondi. « Madame la juge, c'est impossible, je n'ai pas… » Silence. Le coup de marteau a claqué. De plus, compte tenu de la gravité des faits, les parts de Monsieur Renard dans la SCI sont annulées. Madame Dubois-Renard récupère l'intégralité de ses apports initiaux. Mais… J'ai dit silence. Le juge Marchand l'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes chanceux, Monsieur Renard. Madame Dubois-Renard a choisi de ne pas porter plainte au pénal. L'abus de biens sociaux peut entraîner 5 ans de prison. Réfléchissez-y. Elle s'est levée. Séance levée. Le coup de marteau final a résonné. Thomas est resté figé, le regard vide. Son avocat rangeait déjà ses affaires, le visage fermé. Une cause perdue, il le savait maintenant. Rosalie a serré ma main. « Papa, on a gagné. »« Oui, ma chérie, on a gagné. » Dehors, sur les marches du tribunal, j'ai respiré l'air de juillet. Chaud, sec, vivifiant. Thomas est sorti quelques minutes plus tard. Il m'a vu, s'est arrêté, a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. J'ai simplement hoché la tête. Monsieur Renard. Il est passé sans un mot, les épaules voûtées. 90 jours, a murmuré Rosalie. Il n'arrivera jamais à réunir cette somme. Je sais. J'ai regardé ma montre. Rentrons. Diego doit avoir faim. Ce soir-là, à 22h14, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai décroché. Allô? Où sont-elles? La voix de Thomas, rauque, désespérée. Où sont-elles? Qu'est-ce que tu as fait? Un frisson m'a parcouru. Ces mots. Les mêmes qu'en février, à ma porte, après que j'avais récupéré Rosalie de l'hôpital. Mais cette fois, le contexte était tellement différent. Elle? J'ai souri dans le noir. Rosalie et Diego sont dans leur appartement, Monsieur Renard. Leur chez eux, pas le vôtre. Plus jamais le vôtre. Il respirait fort. Tu as tout planifié, depuis le début. Tout. Planifié? J'ai ri doucement. Non, Monsieur Renard, je n'ai rien planifié. C'est vous qui avez planifié. Voler 213 000 €, tromper ma fille, traiter votre femme comme si elle avait rempli sa fonction? Un silence, puis… Comment tu… Les messages à Denis. Raymond Thomas, détective privé. Excellent professionnel, discret, méthodique. J'ai marqué une pause. Tout est documenté, Monsieur Renard. Chaque dîner avec Pénélope, chaque mensonge, chaque euro volé. Je n'ai plus rien, a-t-il murmuré. 90 jours, 213 000 €. Comment je… Ce n'est pas mon problème. Ma voix s'est durcie. Vous avez 90 jours. Le tribunal a été clair. Je vais révéler… Quoi? J'ai coupé. Mes secrets. Allez-y, révélez que j'ai protégé ma fille et mon patrimoine familial. Que j'ai utilisé tous les moyens légaux à ma disposition. J'ai souri. La presse adorera. Le notaire intègre contre le gendre escroc. Devine qui sera le héros de l'histoire. Salaud. Attention, Monsieur Renard. Mon ton est devenu glacial.
Le harcèlement téléphonique est un délit. Je peux appeler la police maintenant. Ou vous pouvez raccrocher et réfléchir à comment réunir 213 000 euros en 90 jours, à vous de choisir. Un silence. Longue. Puis la tonalité. Il avait raccroché. J'ai posé le téléphone et me suis servi un verre de Morgon 2018. Le vin brillait dans la lumière de la lampe. Je l'ai fait tourner dans le verre, observant les jambes se former sur la paroi. La première bataille était gagnée. Mais ce n'était que la première. Le lendemain matin, Pauline m'a apporté un café et le journal. Tu as vu ? Page 7 du Progrès. Un entrefilet. Tribunal de Lyon. Un cadre condamné pour détournement de fonds dans une SCI familiale. Pas de nom, mais tout le milieu viticole lyonnais saurait. D'ici la fin de la semaine, le bouche à oreille aurait fait le tour. La réputation de Thomas était morte. Parfait, j'ai dit simplement. Rosalie m'a appelé vers 11 heures. Papa, Thomas vient d'envoyer un message. Il veut me voir. Pour discuter. Tu veux le voir ? Non, sa voix était ferme. Mais il insiste. Il dit que c'est important. Pour Diego. C'est de la manipulation, ma chérie. Je sais, mais... Elle a soupiré. Si je ne le vois pas, il va dire que je l'empêche de voir son fils. Tu veux que je vienne ? Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes retrouvés le surlendemain dans un café neutre, près de Bellecour. Thomas était déjà là, installé en terrasse. Il avait maigri. Les cernes sous ses yeux étaient violettes. Rosalie, a-t-il commencé. Parle, Thomas. Elle s'est assise, raide. J'ai Diego à la crèche dans 1 heure. Il a regardé vers moi. Il est obligé d'être là ? Oui. Thomas a serré les dents. Écoute, le jugement, c'est trop. 213 000 euros en 90 jours, c'est impossible. Et donc, je propose un arrangement. Je rembourse par mensualité, 2 000 euros par mois, sur 10 ans. J'ai failli rire. 2 000 par mois. Il pensait vraiment qu'on allait accepter. Le tribunal a rendu son jugement, a dit Rosalie calmement. 90 jours. Mais sois raisonnable. Sa voix montait. Je suis le père de Diego. Justement, j'ai dit doucement. Réfléchis à ça. 90 jours, Thomas. Le temps passe vite. Il nous a regardés, l'incompréhension se transformant lentement en rage. Vous voulez ma peau ? Non, a dit Rosalie en se levant. On veut juste ce qui nous est dû. Nous sommes partis. Thomas est resté assis, seul à sa table, regardant son café refroidir. Dans la voiture, Rosalie était silencieuse. « Ça va ? » Oui. Elle a regardé par la fenêtre. Je pensais que ça me ferait quelque chose, de le voir comme ça. Mais... Je ne ressens rien, juste du vide. Elle s'est tournée vers moi. C'est normal ? Très normal. J'ai démarré. Il a tué l'amour que tu avais pour lui. Maintenant, il n'y a plus que des faits, des chiffres, de la paperasse. 213 000 euros. Exactement. Ce que Thomas ne savait pas encore, c'est que le pire restait à venir. La donation-partage était enregistrée depuis le 7 mai. Dans moins d'1 mois, il la prendrait. Et alors, il comprendrait vraiment l'étendue de ce qu'il avait perdu. Juillet brûlait Lyon. Les températures dépassaient les 35 degrés. Les terrasses étaient pleines, les Lyonnais cherchaient l'ombre, et Thomas Renard cherchait de l'argent. Raymond, le détective, me tenait informé. Thomas avait tenté d'obtenir un crédit à la Société Générale. Refusé. À la BNP, refusé. Au Crédit Agricole, refusé. Le jugement pour abus de biens sociaux avait détruit sa cote de crédit. Il a aussi contacté ses parents, m'a dit Raymond au téléphone. Ils habitent Bourg-en-Bresse. La conversation a été animée. Ils ont refusé. Pire, son père lui a raccroché au nez. Apparemment, il y a 10 ans, Thomas leur avait emprunté 50 000 euros pour investir. L'argent n'est jamais revenu. Bien sûr, les escrocs sont rarement ponctuels dans leur malhonnêteté. Le 18 juillet, Thomas a vendu sa voiture. Une Audi A4, 4 ans, bon état. Il en a tiré 24 000 euros, loin, très loin des 213 000 nécessaires. Puis, il a essayé autre chose. Le 22 juillet, Pauline m'a appelé, inquiète. « Pierre, Denis Rolland a posté quelque chose sur Facebook, sur toi. » J'ai ouvert mon ordinateur.
Le poste était public, partagé une dizaine de fois déjà. Attention aux notaires sans scrupules qui manipulent les familles. Pierre Dubois de Lyon utilise sa position pour détruire le mari de sa fille et lui voler son enfant. Partagé pour que tout le monde sache. J'ai lu, relu, puis j'ai souri. Pauline, appelle maître Deprez, dis-lui qu'on va porter plainte pour diffamation. Tu es sûr? Ça va attirer l'attention. Justement, j'ai fait une capture d'écran. Denis Rolland vient de mettre noir sur blanc des accusations mensongères. En droit français, c'est un cadeau. Maître Deprez a préparé la plainte en 48 heures. Mise en demeure envoyée à Denis Rolland. Retrait du poste et excuses publiques ou procédure judiciaire. Le poste a disparu en 24 heures. Les excuses ont suivi. Molles, réticentes, mais présentes. Thomas apprenait une leçon importante. En France, on ne diffame pas impunément. Surtout pas par écrit, surtout pas sur les réseaux sociaux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le 28 juillet, j'ai reçu une convocation, assignation devant le tribunal. Thomas attaquait la donation-partage. J'ai lu le document. Son nouvel avocat, maître Rousseau, un jeune trentenaire agressif, invoquait le vice de consentement, l'abus de faiblesse et même la captation d'héritage. Rosalie m'avait manipulé, prétendait-il. J'étais âgé, vulnérable. La donation avait été faite sous pression. J'avais 62 ans. J'étais notaire. Je gérais une étude de 15 employés. Mais selon maître Rousseau, j'étais un vieillard sénile manipulé par sa fille. C'est ridicule, a dit maître Deprez quand je lui ai montré. Mais il faut répondre. Oh, on va répondre. J'ai appelé le docteur Lemoine, mon médecin depuis 20 ans. François, j'ai besoin d'un certificat médical, complet. Capacité cognitive, autonomie, tout. Des problèmes? Non, de la prévention. Le certificat était prêt le lendemain. Monsieur Pierre Dubois, 62 ans, présente des capacités cognitives excellentes pour son âge. Autonome, lucide, en pleine possession de ses moyens. Apte à tous les actes juridiques. Daté du 6 mai. La veille de la signature de la donation-partage. Tu avais anticipé, a souri maître Deprez. Toujours. Nous avons aussi rassemblé des témoignages. Pauline, monsieur Pernet, le maître de chais, 3 clients de longue date, maître Arnaud, le notaire qui avait reçu l'acte. Tous attestaient de ma parfaite santé mentale. L'audience était fixée au 15 août, en plein mois d'août. La plupart des avocats étaient en vacances. Maître Rousseau avait tenté le coup de l'urgence. Il pensait nous prendre de court. Il ne savait pas que je ne prenais jamais de vacances en août, le 15 août donc. Tribunal de grande instance, chambre civile. Le juge Moreau, un homme de 55 ans, spécialiste du droit des successions. Maître Rousseau s'est levé, confiant. Costume noir impeccable, mallette en cuir. Monsieur le juge, nous demandons l'annulation de la donation-partage signée le 7 mai dernier. Monsieur Dubois a été manipulé par sa fille qui a profité de... De quoi exactement? A coupé le juge. Monsieur Dubois est notaire depuis 35 ans. L'âge, l'affection pour sa fille, le désir de protéger son petit-fils. Des motivations parfaitement légitimes pour une donation-partage. Le juge a ouvert le dossier. Vous avez des preuves d'altération des facultés mentales? Maître Rousseau a hésité. Le fait même n'est pas une preuve. Certificat médical, témoignage, expertise psychiatrique. Nous demandons justement une expertise. Demande rejetée. Le juge a montré le certificat du docteur Lemoine. Monsieur Dubois a fait établir un certificat médical complet la veille de la signature. Par ailleurs, l'acte a été reçu par un notaire indépendant, maître Arnaud, qui a attesté que monsieur Dubois était en pleine possession de ses moyens. J'ai observé le visage de maître Rousseau, la confiance s'effritait. De plus, a continué le juge, la donation-partage respecte scrupuleusement la réserve héréditaire. Mademoiselle Dubois est fille unique. Tout est parfaitement légal. Mais l'équité n'est pas du ressort de ce tribunal. La loi, si. Le juge a refermé le dossier. Demande d'annulation rejetée.
Fraise à la charge du demandeur. Le coup de marteau. Thomas, assis derrière son avocat, est devenu livide. Dehors, Maître Deprez m'a serré la main. Belle victoire. C'était prévisible. J'ai regardé Thomas qui sortait, tête basse. Il tente tout, mais il a déjà perdu. Les 90 jours se terminent dans 12 jours. Je sais, Thomas a encore essayé le 20 août, il a vendu des parts dans une petite entreprise de distribution qu'il possédait. 85 000 euros. Ajouté aux 24 000 de la voiture, ça faisait 109 000. Il manquait 104 000 euros, plus les 15 000 d'amende, plus les 8 500 de frais, total 127 500 euros en une semaine. Le 23 août, il a appelé Rosalie, suppliant, désespéré. Un arrangement, s'il te plaît, je te rembourse ce que j'ai, le reste en plusieurs fois. Rosalie l'a écouté en silence. Puis, le tribunal a décidé. 90 jours. Mais Diego, c'est mon fils. Justement, pense à lui, à ce que tu lui montres, qu'on peut voler, mentir et s'en sortir avec de belles paroles. Elle a raccroché. Ce soir-là, elle a pleuré. Je sais qu'il le mérite, mais ça fait mal quand même. Je sais, ma chérie. Je l'ai serré dans mes bras. Mais tu fais ce qu'il faut, pour toi, pour Diego. Le 24 août, Thomas est venu me voir, à l'étude, sans rendez-vous. Pauline l'a intercepté. Monsieur Renard, Monsieur Dubois est occupé. Je veux le voir. Sa voix était brisée. S'il vous plaît. J'ai accepté. Par curiosité peut-être. Ou pour voir jusqu'où il était tombé. Il est entré dans mon bureau, amaigri, les cheveux en désordre, le costume froissé. Il ne ressemblait plus au cadre dynamique qui avait séduit ma fille. Pierre, il s'est affalé sur la chaise. Aidez-moi. Vous aider? Je n'ai pas l'argent, vous le savez. Il a levé les yeux vers moi. Mais je peux faire un arrangement. Diego, je renonce à mes droits de visite. Rosalie garde la garde exclusive, sans contestation. J'ai croisé les mains. En échange de l'annulation de la dette. Ou un échelonnement. 10 ans. 15 même. Non. Mais, Monsieur Renard, vous avez volé 213 000 euros. Vous avez trompé ma fille. Vous avez traité votre femme comme un incubateur. Ma voix était froide. Et maintenant, vous voulez négocier avec votre fils? Avec Diego? Je suis désespéré. Vous êtes aux abois, nuance. Je me suis levé. Le jugement est clair. Dans 3 jours, si vous n'avez pas payé, l'huissier de justice commencera les saisies. Je n'ai rien à saisir. L'appartement sur le quai Saint-Antoine. Au nom de vous et Rosalie. Il vaut 680 000 euros. Vous en possédez la moitié. Il a pâli. Non, c'est mon seul. C'était votre seul bien. Plus maintenant. J'ai ouvert la porte. Au revoir, Monsieur Renard. Il est sorti en titubant. Pauline m'a regardé. Tu es dur, Pierre. Je suis juste. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, si. Le 27 août, les 90 jours se sont écoulés. Thomas avait payé 109 000 euros. Il restait 128 500 euros. L'huissier de justice, Maître Blanchard, a commencé la procédure de saisie. Compte bancaire bloqué. Biens inventoriés. Appartement mis en vente forcée. Thomas a perdu. Ce soir-là, j'ai regardé les vignes depuis ma terrasse à Fleury. Le soleil couchant teintait les feuilles d'or. Diego jouait dans l'herbe, Rosalie le surveillait. Ma famille, mon patrimoine, protégé. Thomas Renard avait voulu jouer. Il avait découvert que Pierre Dubois ne jouait pas. Il appliquait simplement les règles françaises. Et ces règles, il les connaissait par cœur. Le 1er septembre 2025, l'huissier de justice Maître Blanchard a frappé à la porte de l'appartement du quai Saint-Antoine à 9 heures précises. J'étais là, accompagné de Rosalie, témoin, observateur. Thomas a ouvert. Il portait un jean délavé et un t-shirt froissé. Il n'avait plus rien du cadre dynamique en costume 3 pièces. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il avait perdu au moins 10 kilos. Monsieur Renard, a dit Maître Blanchard avec la courtoisie professionnelle qui caractérise les huissiers. Je suis mandaté par le tribunal pour procéder à la saisie et à la mise en vente de cet appartement, conformément au jugement du 2 juillet dernier.
Thomas m'a regardé. « Tu es venu voir ça. Je suis venu récupérer ce qui appartient à ma fille. » Maître Blanchard a commencé l'inventaire. Chaque pièce, chaque meuble, chaque objet noté dans son registre. L'appartement valait 680 000 €. La moitié pour Thomas, la moitié pour Rosalie. La vente s'est faite rapidement. Début septembre, le marché immobilier lyonnais était encore dynamique. Un jeune couple, cadre dans la finance, a acheté pour 675 000 €. 337 500 € chacun. Rosalie a récupéré sa part. 337 500 €. Propre, net, à elle. Thomas. Sa part est allée directement au remboursement de la dette. 337 500 €. Il restait encore 73 000 € à payer. Cette somme serait prélevée sur son salaire. Saisie sur salaire. Un tiers de ses revenus pendant des années. Le 5 septembre, j'ai croisé Denis Rolland dans la rue. Il m'a vu, a détourné le regard, pressé le pas. J'ai souri. L'ami fidèle avait disparu quand les choses s'étaient compliquées. Classique. Le 12 septembre, Raymond m'a appelé. Pénélope Martin s'est fiancée, un commercial de Bordeaux. Elle déménage fin septembre. Et Thomas? Seul. Il a trouvé un studio à Vèze, 28 mètres carrés, 550 € par mois. 28 mètres carrés. Lui qui vivait dans 120 mètres carrés sur les quais du Rhône. Le 18 septembre, j'étais place Bellecour, sortant d'un rendez-vous avec un client, et je l'ai vu. Thomas. Assis sur un banc, un café à la main, regardant les passants. Il m'a vu aussi. Nos regards se sont croisés. Il a ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose. J'ai hoché la tête. « Bonjour, monsieur Renard. » Formel, distant, comme à un étranger. Il n'a pas répondu. Il a juste regardé ailleurs, les épaules affaissées. J'ai continué ma route, sans me retourner. Ce soir-là, Rosalie est venue dîner à Fleury avec Diego. Le petit avait 8 mois maintenant. Il commençait à se tenir assis, à babiller, à attraper tout ce qui passait à sa portée. « Papa » a dit Rosalie en le couchant dans son berceau, « j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ?» Elle a rougi légèrement. « Tu te souviens de Paul, Paul Mercier, le professeur d'œnologie que j'ai rencontré en juin ?» Je me souvenais. Un homme de 35 ans, calme, sérieux, passionné de vin. Nous avions dîné ensemble une fois. Il m'avait plu. Pas de charme factice, pas de grandes promesses. Juste quelqu'un de solide. Oui, il m'a demandé en mariage. J'ai regardé ma fille. Elle rayonnait. Pour la première fois depuis des mois, elle rayonnait vraiment. Et tu as dit ? Oui, elle a souri. J'ai dit oui. Je l'ai serrée dans mes bras. Félicitations, ma chérie. Tu n'es pas surpris ? Si, mais agréablement. J'ai marqué une pause. Paul est quelqu'un de bien. Oui. Elle s'est assise, les yeux brillants. Il veut qu'on se marie au printemps, à la mairie de Fleury. Puis un déjeuner au domaine. Rien de grand, juste les proches. C'est parfait. Elle a regardé par la fenêtre, vers les vignes. Tu sais, papa, le domaine, il n'a jamais été aussi bien géré. Les vendanges de cette année sont exceptionnelles. On va produire notre meilleur millésime. Je sais, tu as du talent. Le projet bio avance, on sera certifié l'année prochaine. Elle a souri. Paul a plein d'idées. Des partenariats avec des restaurants, des exports vers la Belgique et la Suisse. Je l'écoutais, fier. Ma fille, ma Rosalie, qui avait survécu à Thomas, qui s'était reconstruite, qui dirigeait maintenant le domaine avec compétence et passion. Et Thomas ? J'ai demandé doucement. Des nouvelles ? Son visage s'est fermé légèrement. Il a demandé à voir Diego, un week-end par mois. J'ai accepté. Elle a soupiré. C'est son père, après tout. Diego a le droit de le connaître, même si cet homme n'a plus rien à voir avec celui que j'ai épousé. Elle a secoué la tête. Il habite un studio. Il travaille comme simple commercial. Il gagne à peine 2 000 € par mois, dont un tiers part dans la saisie. C'est la conséquence de ses choix. Je sais, elle m'a regardé. Papa, tu ne regrettes rien d'avoir été si impitoyable ? J'ai réfléchi, regrettai-je.
les procédures juridiques, les confrontations, la destruction méthodique de tout ce que Thomas avait construit. Non, j'ai dit finalement, il a volé, il t'a trompé, il t'a manipulé pendant des années. Il considérait Diego comme un simple outil pour contrôler le domaine. J'ai marqué une pause. Je n'ai fait que rétablir l'équilibre, légalement. La justice, pas la vengeance. Exactement. Diego s'est mis à pleurer. Rosalie est allée le chercher, l'a bercé doucement. Il s'est calmé presque immédiatement. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» a-t-elle murmuré. « C'est que Diego grandira ici, dans ses vignes, avec Paul, avec toi, dans un environnement sain, loin de la toxicité. » J'ai regardé mon petit-fils. 8 mois, toute une vie devant lui, une vie protégée, sécurisée. Le domaine du bois, j'ai dit doucement. 4 générations maintenant. Ton grand-père, moi, toi, Diego. Et un jour, peut-être ses enfants. Le patrimoine familial. Le patrimoine familial. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Le classeur noir. Tous les documents, tous les rapports, toutes les preuves que j'avais accumulées pendant 8 mois, je les ai feuilletées une dernière fois. Puis, je les ai rangées dans le coffre-fort de mon bureau. L'affaire était close, mais les preuves resteraient, au cas où. On ne savait jamais. J'ai ouvert la fenêtre. L'air de septembre était frais, chargé de l'odeur des vignes presque mûres. Les vendanges approchaient, comme chaque année. Le cycle continuait. Thomas Renard avait voulu briser ce cycle, prendre le contrôle, s'enrichir sur notre dos. Il avait échoué, complètement. Et moi, j'avais gagné. Pas par méchanceté, pas par cruauté, mais par préparation, par patience, par connaissance de la loi française, la justice. Pas la vengeance. Demain, la vie continuerait. Le domaine produirait son vin. Diego grandirait. Rosalie construirait son avenir avec Paul. Et moi, je profiterais de mes 62 ans, de mon usufruit, de mes 75 000 € annuels de dividendes. De la paix. Le 15 octobre 2025, le divorce a été prononcé. Séparation de biens. Garde exclusive pour Rosalie. Droit de visite pour Thomas. Un week-end par mois. Thomas n'a pas contesté. Son avocat lui avait expliqué qu'il n'avait aucune chance. Pas après tout ce qui s'était passé, pas avec son dossier. Le 24 octobre, j'ai organisé un déjeuner au domaine. Rien de formel, juste la famille. La vraie famille. Rosalie et Paul. Diego dans sa chaise haute. Pauline, qui était devenue bien plus qu'une collaboratrice au fil des années. Maître Deprez, qui avait été notre roc juridique. Monsieur Pernette, le maître de chai qui travaillait avec nous depuis 23 ans. La table était dressée dans la salle de réception du domaine, celle avec les grandes fenêtres donnant sur les vignes. Le soleil d'octobre illuminait les rangées dorées. Les vendanges étaient terminées. Le vin nouveau fermentait dans les cuves. J'avais sorti une bouteille spéciale. Un Morgon 2015, année exceptionnelle. 10 ans de garde. Le vin était à son apogée. Un toast, j'ai dit en levant mon verre. À la famille, à ceux qui sont là, à ceux qui nous soutiennent, à l'avenir. Rosalie a levé son verre, les yeux brillants. À papa, sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu te serais débrouillé. Non. Sa voix était ferme. Thomas m'avait brisé. Tu m'as aidé à me reconstruire. Tu m'as montré que je pouvais être forte. Tu as toujours été forte, ma chérie. Tu avais juste oublié. Paul a pris la main de Rosalie. À Pierre, qui m'a accueilli dans sa famille, même après tout ça. Tu n'es pas Thomas, j'ai dit simplement. Tu ne seras jamais Thomas. Nous avons bu. Le vin était magnifique, complexe, équilibré, profond. Exactement ce qu'un grand morgon devait être. Maître Deprez a souri. Pierre, ça fait 20 ans que je pratique le droit de la famille. Cette affaire, c'était du travail d'orfèvre. C'était surtout du droit bien appliqué. Non, elle a secoué la tête. C'était de la stratégie, de la patience, de l'anticipation. Elle a marqué une pause. Le certificat médical daté de la veille de la donation-partage, les témoignages prêts, les preuves classées, tu avais tout prévu. J'avais eu du temps pour réfléchir,
Pauline a ri. Du temps? Pierre, tu as commencé à préparer ton plan le 9 février, le lendemain de la naissance de Diego. Pas tout de suite? Si, elle a bu une gorgée. Je me souviens de ton appel. Pauline, j'ai besoin d'un dossier complet sur Thomas Renard. Ta voix était différente, froide, déterminée. Diego a gazouillé attirant notre attention. Il jouait avec une petite cuillère, la faisant teinter contre son assiette. Rosalie l'a pris dans ses bras. 1 an, a-t-elle murmuré. Dans 1 mois, il aura 1 an. Et quelle année, a dit Paul doucement. Nous avons continué le repas. Monsieur Pernet nous a parlé du millésime 2025. Exceptionnel, peut-être le meilleur depuis 2015. Les raisins étaient imparfaits. Le vin serait magnifique. Après le déjeuner, Rosalie m'a demandé de marcher avec elle dans les vignes. Paul est resté avec Diego. Nous avons descendu les rangées, nos pas craquant sur la terre sèche. « Papa, a-t-elle commencé, il y a quelque chose que je veux te demander depuis longtemps. »« Quoi? Est-ce que tout ça n'a pas été trop dur? Pour toi ?» J'ai regardé les vignes. Mon grand-père les avait plantées en 1955. 70 ans. 7 décennies de travail, de soins, de traditions transmises de père en fils. De père en fille, maintenant. Thomas a voulu prendre ça, j'ai dit en montrant les vignes. Il a vu le domaine comme une opportunité, un actif à exploiter, de l'argent à faire, je sais. Mais ce n'est pas ça. J'ai touché une feuille de vigne. C'est notre histoire, notre patrimoine, ce que ton grand-père a construit après la guerre, ce que j'ai développé, ce que tu vas transmettre à Diego. Et tu as protégé ça. J'ai fait ce que n'importe quel père aurait dû faire. Je me suis tourné vers elle. Rosalie, Thomas n'a pas perdu à cause de moi. Il a perdu à cause de lui-même. Il a volé, il a menti, il a manipulé. Moi, j'ai juste utilisé la loi française. La justice, pas la vengeance. Exactement. J'ai souri. En France, nous avons des règles, des lois sur la succession, sur les donations, sur les SCI. Ces règles existent pour protéger les familles, les vraies familles. Il a quand même tout perdu. Il a perdu ce qu'il avait volé. J'ai corrigé. Il garde son travail, son salaire, ses droits de visite avec Diego. C'est plus que ce qu'il méritait. Elle a hoché la tête, pensive. Tu sais ce que je ne regrette pas? J'ai continué. C'est d'avoir agi, d'avoir protégé mon patrimoine, ma fille, mon petit-fils. J'ai marqué une pause. Si je n'avais rien fait, aujourd'hui Thomas contrôlerait le domaine. Il t'aurait mis à l'écart. Il aurait géré pour Diego jusqu'à ses 18 ans. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus rien à gérer. Tu as raison. Je sais. Nous avons ri. Un rire léger, libéré. 8 mois. 8 mois de bataille juridique, de stress, de confrontation, mais maintenant, la paix. Et maintenant, a demandé Rosalie, quels sont tes projets? Profitez. J'ai regardé le ciel d'octobre, bleu et clair. Mes 75 000 € de dividendes annuels me suffisent largement. Je vais voyager. Peut-être aller en Bourgogne visiter des vignobles ou en Toscane. Tu ne vas pas t'ennuyer? M'ennuyer? J'ai souri. J'ai 62 ans, une étude notariale qui tourne bien, un petit-fils à voir grandir, une fille heureuse, un futur gendre sympathique. Et bientôt, un mariage à préparer. Le printemps prochain. Le printemps prochain. J'ai pris sa main. La vie continue, Rosalie, c'est la plus belle des revanches. Nous sommes retournés vers la maison. Paul jouait avec Diego dans l'herbe. Le petit riait, un rire cristallin qui résonnait dans l'air d'automne. J'ai pris Diego dans mes bras, il m'a attrapé le nez, a gazouillé quelque chose qui ressemblait vaguement à papy. « Tu vois ces vignes ?» j'ai murmuré. « Un jour, elles seront à toi et à tes enfants. Le domaine du bois, notre patrimoine. » Diego a ri, il ne comprenait pas. Pas encore. Mais un jour, il comprendrait. Un jour, je lui raconterai l'histoire de comment son grand-père avait protégé son héritage. Ce soir-là, seul sur ma terrasse, j'ai ouvert une dernière bouteille. Un fleuri 2020, jeune, frais, prometteur, comme l'avenir. J'ai pensé à Thomas. Dans son studio de Vèze,
avec ses 28 mètres carrés et sa saisie sur salaire. J'aurais pu ressentir de la pitié. J'ai cherché. Je n'ai rien trouvé. Il avait fait ses choix. Il vivait avec les conséquences. Moi aussi, j'avais fait mes choix. Protéger ma famille. Utiliser chaque instrument légal à ma disposition. Être patient, méthodique, implacable. Et maintenant, je vivais avec les résultats. Le domaine protégé, Rosalie heureuse, Diego en sécurité, l'avenir assuré. Le téléphone a vibré. Un message de Pauline. Pierre, j'ai reçu un appel de Denis Roland. Il veut te parler d'une opportunité commerciale. Tu veux que je réponde quoi? J'ai souri et tapé. Dites-lui que Maître Dubois n'est pas disponible. Définitivement. 3 points, puis, avec plaisir. J'ai rangé le téléphone et regardé les étoiles. Septembre s'achevait. Octobre était là. Le millésime 2025 fermentait dans les cuves. Le cycle continuait. Quelque part à Lyon, Thomas Renard essayait de reconstruire sa vie. Peut-être y arriverait-il. Peut-être pas. Ce n'était plus mon problème. Ma vie était ici. Dans ces vignes. Avec ma famille. Mon vrai patrimoine. Le domaine du bois resterait dans la famille. Pas parce que j'avais été cruel, pas parce que j'avais été vengeur, mais parce que j'avais été juste. La justice, toujours la justice, pas la vengeance. J'ai levé mon verre vers le ciel étoilé. À toi, papa, à toi, grand-père, votre héritage est protégé pour Diego, pour les générations futures. Le vin brillait à la lumière de la lune, rouge sombre, profond, vivant, comme le domaine du bois, comme notre famille, pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.